Pascal Bénard, Jean-Philippe Navarre, Anne Valenti, Dominique Desaunay, nous vous saluons. Pour surfer, c'est sur le site de France Musique. Notez bien www.francemusique.com. Bonjour, le multimédia dans ses symphonies numériques orchestrées par la musique. Mais ce dimanche, nous partirons sur les traces des temps révolus, du côté de l'Égypte ancienne, du côté du Moyen-Âge, avec des CD-ROM que l'on appelle ludo-éducatifs, où la musique fait partie de l'explication. Château fort, Toutankhamon ou Ramsès II, avec un compositeur du multimédia dans quelques instants, Alain Guélis. Et l'invité de ces symphonies numériques, Alain Guélis. Alain Guélis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc compositeur et un jour, vous avez décidé de vous lancer aussi dans des compositions pour le multimédia et notamment l'édition électronique, les fameux CD-ROM. Plutôt sur un domaine d'ailleurs de CD-ROM dit culturel. Oui, tout à fait. Oui. CD-ROM culturel. Déjà parce que bon, j'ai une attirance pour l'histoire. Donc c'est vrai que les thèmes que Syrinx donc voulait présenter dans ces CD-ROM étaient des thèmes d'histoire, puisque c'est aussi bien les châteaux forts que l'Égypte ancienne. Et puis donc moi j'étais amené à la musique de CD-ROM par le biais de l'audiovisuel, la musique de film. J'ai fait beaucoup de musique de film, de dessins animés, de films publicitaires et d'animation. Donc automatiquement c'était intéressant pour moi. Il y a des vraies similitudes entre les deux mondes. Il y a des similitudes si on voit les choses d'une manière globale. Maintenant, si on commence à rentrer dans le détail technique et la manière dont ça se passe, il y a des différences qui sont évidentes. Le rôle de la musique dans le CD-ROM est différent que le rôle dans la musique de film. Donc c'est pas simplement une musique qui accompagne, c'est une musique qui peut interagir. En fait, le problème, je dirais le problème quand même du CD-ROM, ce qui n'enlève rien à ses qualités, c'est que c'est quand même au départ une image à l'état brut avec un commentaire. Donc on est obligé il faut habiller cette image, il faut la faire vivre en quelque sorte avec le son, et on est obligé de la faire vivre avec de la musique, aussi avec des bruitages, puisque le compositeur devient très souvent aussi bruiteur. Et le travail par rapport à la musique de film est à mon avis beaucoup plus important, parce que il y a des films où on n'a pas besoin d'avoir de musique. Enfin, je veux pas être oui, on va pas retourner au muet. Voilà, non, mais je veux dire, vous avez des films intimistes ou des comédies où on peut se passer de musique ou d'en avoir très peu, parce qu'il y a toute une vie par les comédiens et par l'ambiance qui ne demande pas d'avoir de la musique forcément. Dans un CD-ROM, c'est différent. Oui, le jeu d'acteur est différent. Il y a trois composantes, une sorte de convergence. Voilà, c'est ça. Donc entre plusieurs modes d'écriture. Tout à fait. Donc le dernier CD-ROM connu, d'ailleurs édition Syrinx, sur lequel vous avez travaillé la musique, c'était Château fort. Alors Château fort, ça vous inspirait parce que ça fait encore partie de l'histoire. Oui, c'est un sujet très intéressant. Le Moyen-Âge est une époque intéressante. Sur le plan musical, c'est une époque très intéressante et ça m'a intéressé de participer à cette entreprise. Qui était donc Château fort. Et lorsqu'on fait Château fort, là, on ne reprend pas des morceaux, bien évidemment, et on ne les adapte pas, mais on les compose. Voilà, on les compose, on fait une musique originale. D'après, bien sûr, j'ai fait tout un travail de documentation sur la musique du Moyen-Âge, que je connaissais déjà, mais enfin j'ai été un peu plus en profondeur. Notamment les différents mouvements, l'Ars Antiqua, le passage à l'Ars Nova, avec les compositeurs comme Perrotin, Léonin, des compositeurs comme Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut. Donc c'était très intéressant de se replonger. La naissance du motet aussi. Motet d'ailleurs qui a eu une histoire assez longue, puisqu'on retrouve des motets au 19e siècle, chez Brahms, chez Bruckner, chez Liszt aussi, et les adapter avec les moyens actuels. C'est-à-dire l'ordinateur. L'ordinateur, le sampleur et tous ces moyens qui nous permettent de trouver des timbres nouveaux à partir de timbres anciens. Et si on met notre petit CD-ROM dans la machine, le CD-ROM Château fort, là il y a une musique qui ouvre ce CD-ROM. Qui est le pouvoir, donc, et il est vrai que le château incarne le pouvoir et il incarne le Moyen-Âge avec ses guerres, ses injustices, ses plaisirs.
Alain Guélis, une histoire de pouvoir aussi dans le multimédia avec ce thème château fort. Comment écrit-on exactement de la musique pour un CD-ROM dit culturel? Oui. On doit immerger le participant, celui qui utilise le CD-ROM. Oui, on doit immerger dans une histoire. On est plutôt au XIIe et XIIIe siècle, mais enfin, je crois que la musique a quand même un certain recul par rapport à la musique du Moyen-Âge. Il faut le prendre comme ça. C'est une évocation, il y a des chants grégoriens. C'est quand même une musique de film, justement. On parle uniquement des châteaux? Donc à travers l'évolution du château fort au fil des siècles, château fort qui a d'abord été une forteresse, donc vraiment à usage guerrier, et qui au fil du temps est devenu une résidence de luxe. Et d'abord, nous allons passer à l'attaque, si vous voulez bien, Voilà. Alain Guélis. Alain Guélis, de l'attaque au château-résidence, il y a quand même quelques siècles qui nous séparent. Il y a quelques siècles, le château forteresse c'est 12e, 13e siècle. À partir du 14-15e, ça commence à être le château résidence, et avec une amélioration importante de l'esthétique, de l'architecture. Et puis de la vie aussi à l'intérieur du château. Tout à fait, la vie à l'intérieur du château qui devient beaucoup plus résidentielle. Mais j'imagine que la musique dans le CD-ROM évolue aussi en même temps que les châteaux. La musique évolue effectivement et tend vers une musique qui évoque la notion de luxe et de volupté dans les châteaux donc du 15e, 16e siècle. Ça fait partie des recherches historiques que vous avez menées par rapport à la musique lorsque vous avez composé? Oui, bien sûr, mais je souligne quand même que je n'ai pas suivi à la note près l'évolution de la musique au Moyen-Âge. Lorsque l'on met notre CD-ROM dans l'ordinateur avec Château Fort, il s'arrête à un moment donné. Et là, Oui. il va y avoir une composition bien particulière. On s'arrête en fait aux prémices de la Renaissance. Effectivement, donc le premier tiers du XIVe siècle est marqué par des guerres, rivalités, épidémies, et donc pour aboutir à un renouveau, qui sont donc les prémices de la Renaissance. Et Lorsqu'on a composé Château Fort, Oui. on a suivi exactement l'évolution, y compris pour les voix, pour les images qui étaient intégrées dans ce CD-ROM. Oui, on a suivi de près, puisque l'historien Nicolas Faucher a effectivement amené toute une documentation sur l'évolution du château fort. C'est Il y un a une travail d'équipe, hein. Oui, c'est un travail d'équipe. Il y a eu des reconstitutions virtuelles donc, de l'évolution du château, à partir du même château qui évolue au fil des siècles, du 10e, 11e jusqu'au 15e siècle. Dernière composition d'Alain Guélis pour Château Fort, c'est Les prémices de la Renaissance, c'est le titre. Les prémices de la Renaissance, notre invité des symphonies numériques Alain Guélis, spécialisé en fait un peu dans la musique pour CD-ROM culturel, édition Syrinx, notamment avec ses châteaux forts. Les grands problèmes pour composer de la musique pour le multimédia, ce serait quoi ? Ce sont surtout des problèmes techniques qu'on a pu rencontrer au début. Maintenant, au moment où on parle, ça a évolué, mais il est vrai qu'au tout début, il y a 3 ans,
on a rencontré des problèmes techniques dus à la limite de place mémoire, sans rentrer dans trop de détails techniques pour l'auditeur, mais la limite de la place mémoire d'un CD-ROM qui est de 650 mégas, comme tous les CD, et qui fait qu'il est difficile de marier des images qui prennent beaucoup de place, avec des voix qui prennent aussi beaucoup de place, avec de la musique et avec des bruitages. Et ça, on y pense au moment de la composition? Non, il ne faut pas y penser, parce que si on y pense au moment de la composition, on va inhiber toute création musicale et ça peut s'en ressentir par la suite. Donc il ne faut pas penser à ça, mais c'est après. Une fois qu'on a composé une partition, on tient compte de certains problèmes, voire on supprime certains passages, on les retravaille de manière à ce qu'on ne rencontre pas de problèmes techniques par la suite au mixage. Et on en a rencontré quand même, mais enfin, on a fait au mieux pour les éviter. Invité de ces symphonies numériques, Alain Guélis, compositeur spécialisé un peu dans la musique pour le multimédia et l'édition électronique, c'est-à-dire les CD-ROM, avec un changement de décor, Alain Guélis, puisqu'on va s'intéresser à Ramsès II. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, non, effectivement. Donc là, on n'avait pas de musique écrite, du moins pour cette période-là. Non, il n'y avait pas de musique écrite, mais on a retrouvé beaucoup d'instruments, donc les flûtes à jeu oblique, les doubles hautbois, doubles clarinettes, des trompettes, des percussions aussi crotales, donc et on savait que la musique avait certainement des consonances modales, beaucoup plus proches de la musique orientale actuelle. Donc avec ces éléments-là, on a essayé de reconstituer donc une musique à partir de ces sonorités surtout. Et néanmoins, on n'est certainement pas forcément très proche de la réalité. On peut l'évoquer, je dirais, simplement. Bon, donc la musique était très présente à l'époque de Ramsès II. Elle était très présente, notamment dans la vie religieuse essentiellement. Également les fêtes et les réjouissances à la cour. Donc pour Ramsès II, qui est donc un CD-ROM culturel, généralement on fait une part aussi aux événements. Par exemple, il y a des batailles célèbres. Tout à fait. Donc la bataille de Kadesh, qui est une bataille légendaire, qui opposa Ramsès II aux Hittites et leur chef Muwatalli en 1275 avant Jésus-Christ. Pour faire un petit peu d'histoire, Ramsès voulait reconquérir cette région perdue à l'époque d'Amenophis IV, Akhenaton, le pharaon hérétique, et donc il voulait reprendre cette forteresse qui était une plateforme essentielle vers l'Asie pour lui. Le grand problème, Alain Guélis, pour ces musiques entre deux batailles, vous avez dû composer aussi avec l'historien qui a participé à ce CD-ROM. Christiane Desroches-Noblecourt, bien sûr, qui est une éminente historienne, honoraire des musées de France, et qui donc évidemment a un savoir considérable sur l'Égypte. Mais pas très musicologue quand même. Non, pas très musicologue, mais elle m'a aidé notamment sur la connaissance de ces instruments que j'évoquais précédemment. Et vous les avez joués? Comment vous avez Je fait les ai vus, j'ai pu entendre quelques notes, parce que c'est pas du tout évident. Ce sont des instruments qui sont extrêmement fragiles, donc mais bon, ça m'a permis quand même d'avoir une idée des sonorités qu'on pouvait en tirer. La fête de Mine, c'est quoi exactement? La fête de Mine, c'est une fête à la gloire de la régénérescence perpétuelle de la nature, et c'est représenté par une fresque dans un temple jubilaire de Ramsès. Donc vous avez fait une composition à partir de là? Voilà, c'est-à-dire que ça représente une procession où Ramsès apparaît avec des personnages clés comme Toutmosis, Séti, Nofrétari, son épouse. Et c'est une fresque qui est amarnienne, même si les principaux acteurs de la période amarnienne n'y apparaissent pas volontairement, parce qu'ils étaient considérés comme hérétiques.
Alain Guélis, lorsque on part de la fête, on a encore en tête aussi certains souvenirs de bataille et puis l'après-bataille, parce qu'à un moment donné, il l'a gagné. Ramsès Voilà, II. il a fini après sa prière à Amon, au dieu Amon, il a fini par la gagner et cette victoire s'est soldée ensuite par une alliance entre les Égyptiens et les Hittites et par un mariage entre Ramsès et la princesse hittite. Toute cette musique, lorsqu'on l'a composée, il a fallu la coucher, on va dire, sur un CD-ROM. Oui. Le principe, on passe dans un studio à ce moment-là? Oui, alors d'abord on compose la musique, comme je l'ai expliqué déjà, on compose la musique sur l'image, sur ce qu'on appelle des QuickTime, ce sont des images qui apparaissent dans l'écran de l'ordinateur, qui sont synchronisées avec la séquence musicale. On établit la banque sonore de bruitage. Et une fois que ce travail est terminé, on le mixe séparément, et ensuite on va en studio pour mixer les plusieurs éléments ensemble, c'est-à-dire la voix du comédien ou des comédiens, la musique, les bruitages avec les images Et ça tient presque du miracle, si on comprend bien. Ça tient presque du miracle, surtout vu les contraintes techniques qu'on a pu rencontrer et que j'ai expliquées précédemment. Ramsès II avec ce CD-ROM, il n'y a pas d'édition musicale généralement par rapport au CD-ROM ludo-éducatif? Pour le moment, non, il n'y a pas d'édition musicale pure, mais... Donc ces morceaux, en fait, si on veut les écouter, on ne les écoute uniquement que sur le CD-ROM. On les écoutera peut-être sur Internet bientôt. Sur Internet également. Alain Guélis, on donne des noms à ces compositions à chaque fois? On suit les titres effectivement qui ont été énoncés dans le script du CD-ROM, donc par l'historienne. Et quand on parle de miracle, c'était vraiment un miracle, effectivement. Ça, c'était après la bataille de Kadesh. Voilà, c'est quand... Donc on est dans une ambiance assez particulière. Il y a la voix qui accompagne aussi à ce moment-là? Oui, il y a la voix qui accompagne et la voix des comédiens, la voix de Ramsès qui s'adresse à Amon. Et... Ça, c'est un comédien qui joue Ramsès. Oui, c'est Daniel Mesguich d'ailleurs. Et donc le miracle par Alain Guélis. Le miracle avec Alain Guélis, spécialisé donc dans les musiques, les compositions pour le multimédia. On fait des compositions particulières pour des CD-ROM culturels que pour des CD-ROM jeux? Je n'ai pas fait de musique de CD-ROM jeu. C'est un univers qui vous attire pas? Si, mais bon, moins que le CD-ROM culturel. Quand même. Parce que le CD-ROM culturel, le fait d'avoir un rapport avec l'histoire, un rapport direct avec l'histoire m'intéresse plus que l'univers des jeux. Néanmoins, il peut y avoir des jeux où il y a un esthétisme très captivant qui peut effectivement être une source d'inspiration musicale intéressante. Invité de ces symphonies numériques Alain Guélis, lorsqu'on parle de Syrinx, c'est une maison d'édition électronique qui fabrique du CD-ROM dit culturel.
Oui, c'est une maison d'édition numérique, donc spécialisée dans les CD-ROM culturels, traitant des sujets d'histoire, de musique, de peinture aussi. Précédemment, on avait Ramsès II, et puis est sorti aussi Toutankhamon. Alors là, on est vraiment très spécialisé dans la musique égyptienne. Oui, donc ça a été la même recherche d'ailleurs que pour Ramsès. Ça a été d'ailleurs le premier CD-ROM que l'on a fait avec Syrinx avant Ramsès. C'est pas la même époque non plus. C'est pas la même époque, c'est 50 ans avant. Oui. Donc Toutankhamon est mort à 18 ans, donc 50 ans avant l'avènement de Ramsès. Il n'y a pas de lien de parenté direct. Oui. Donc, mort très jeune d'ailleurs. Mort très jeune. Il n'a pas vraiment gouverné parce qu'il était trop jeune. Donc c'est les prêtres qui ont gouverné essentiellement à sa place. Et on ne connaît pas tellement la cause de sa mort. Avec la musique qui nous accompagne actuellement, alors donc Toutankhamon d'abord devient célèbre. Toutankhamon devient célèbre effectivement en 1923 par une exploitation médiatique de la découverte de sa tombe un an avant. Cela a attiré toute la population mondaine du monde entier, qui était fascinée par ce jeune pharaon et son trésor fabuleux, puisqu'il y avait un trésor fabuleux. Oui, une tombe qui n'était pas pillée. Une des seules tombes qui n'était pas pillée. Et donc, dans cette musique, bien sûr, j'ai évoqué toute l'époque des années 20 avec des extraits de Charleston. Alain Guélis, si on quitte cette ambiance du côté des années 20 et que l'on retourne du côté de l'époque de Toutankhamon, qu'est-ce qu'on appelle le Naos ? Le Naos, c'est une chapelle donc en or qui représente la symbolique des rites funéraires et fait référence au rôle capital d'Isis auprès d'Osiris. Dans la scène que nous allons entendre, Toutankhamon, accompagné de 2 prêtres, va pour la cérémonie de la montée royale à la rencontre supposée du dieu Amon pour la confirmation de son accès au trône. Donc on va entendre une partition avec des chœurs pour évoquer l'aspect spirituel de la scène. Chœur réalisé dans votre ordinateur. Chœur réalisé entièrement par l'ordinateur. Le Naos, donc morceau d'Alain Guélis. Alain Guélis, lorsqu'on parle de tout l'univers égyptien, vous vous êtes spécialisé dans cette période d'histoire ? Ben non, je me suis spécialisé suite à cette commande. Je ne connaissais pas tellement la musique égyptienne, antique égyptienne, donc auparavant. Je me suis beaucoup documenté, mais c'est un sujet qui me passionne, qui est très intéressant. Donc ça vous a pas donné l'envie de jouer aux égyptologues, de partir du côté de l'Égypte Non, si, j'ai été faire quelques voyages, bien sûr, mais ça ne m'a pas. Je ne vais pas entamer une carrière d'égyptologue maintenant. Ce CD-ROM est diffusé toujours par Syrinx. C'est toujours les mêmes équipes qui travaillent ensemble ? C'est toujours les mêmes équipes, effectivement. Il y a une bonne entente et donc ça nous permet d'un... Ça fait une série, l'égyptologie, chez Syrinx ? Là, il y en a 2 pour le moment. Peut-être il y en aura certainement. Il y a certainement d'autres grands sujets à exploiter dans l'avenir.
Le moment où on passe de la musique et où il y a un mélange avec les voix, avec le narrateur, il doit y avoir un mixage assez savant. C'est déclenché comment? C'est la machine qui déclenche le passage des voix, ou est-ce que la musique intervient de façon anarchique dans un CD-ROM? Non, la musique est vraiment pensée et calculée pour intervenir à des moments précis. Et ensuite, il y a toute une chimie de mixage extrêmement délicat à faire, compte tenu des problèmes que j'avais évoqués précédemment, donc des contraintes techniques. Maintenant, ces contraintes sont résolues en partie, mais il y a quand même toute une chimie, effectivement, qui est délicate. Et avec certains logiciels maintenant très performants, on arrive à des résultats de mixage vraiment tout à fait étonnants, où on peut arriver à garder une musique, même si elle est de fond, et à l'entendre, et avoir une voix qui est quand même présente et explicite. Toutankhamon, c'est par exemple un documentaire interactif. Si on Tout à devait fait, le qualifier. C'est ce qu'on pourrait, oui, on pourrait dire que c'est un documentaire interactif, oui. Je dirais quand même que le fait qu'il y ait des comédiens, et il y a une vie qu'il n'y a pas forcément dans certains documentaires. C'est presque une pièce de théâtre parfois. Comme dans Ramsès d'ailleurs, où on a des comédiens qui interviennent au fur et à mesure. Invité de ces symphonies numériques, Alain Guélis, compositeur pour le multimédia, mais aussi, on va dire, compositeur pour un domaine beaucoup plus traditionnel. Vous êtes essayé à la musique classique, vous avez eu une formation classique Oui. tout d'abord, et puis aussi, de temps en temps, vous vous êtes essayé à la musique électro. Oui, essentiellement la musique électronique. J'ai une formation classique, j'ai une licence de composition à l'école normale, j'ai eu un prix de piano au Conservatoire de Boulogne, mais je me suis tourné très vite vers les instruments électroacoustiques et donc j'ai composé. Alors c'est quoi, c'est des ballets Oui, notamment des musiques de ballet, donc qui ont été données en représentation en France dans les années 90 et jusqu'en 95. Il y a d'ailleurs un projet de remonter certains de ces ballets avec diverses compagnies. Donc là, c'est un ballet qui s'appelle Échecs et maths. L'argument du ballet, c'est un joueur d'échecs qui, pris par donc sa passion pour les échecs, finit par se créer un monde virtuel dans lequel il va se représenter un jeu d'échecs géant à échelle humaine, donc dans lequel il va être lui-même un personnage clé. Et il sera envoûté par la Reine Noire, qui est son adversaire, mais qui finira par le vaincre et qui finira par le statuifier en roi à la fin du ballet. Et la pièce que l'on va écouter? La pièce qu'on va écouter, c'est le pas de deux entre le roi blanc et la Reine Blanche.
Alain Guélis, lorsque l'on compose pour l'électro, on utilise énormément de machines. Les siennes, généralement? Oui, les siennes, généralement, parce que je pense qu'il faut avoir un contact constant avec ces machines. C'est difficile de créer si on est en studio et qu'on est géré par des horaires. Donc le fait d'avoir tout son matériel chez soi, c'est vraiment un plus extraordinaire qui permet de se lever la nuit à 3 heures du matin pour aller composer. Et puis en plus, quand on connaît aussi tous les caprices des machines, je pense qu'on a besoin de les avoir chez soi pour pouvoir gérer le temps que vont générer ces caprices. Invité de ces symphonies numériques, Alain Guélis, votre préférence va vers où? Plutôt la production pour le multimédia, de musique ou des compositions personnelles? Non, des compositions personnelles, bien sûr. Je pense quand même que quand on est libre d'exprimer ce qu'on a vraiment au fond de soi, c'est l'idéal. Il est certain que quand on a un CD-ROM ou un film, on trouve des choses qui ne seraient jamais venues autrement, mais on est aussi astreint à une forme, à des contraintes de timing, d'image, qui fait que la création ne prend peut-être pas toute l'ampleur qu'elle aurait pu prendre autrement. Quelle est votre propre définition d'une musique dite interactive? Une musique dite interactive, c'est une musique qui effectivement peut accompagner, de la même manière que l'image, peut accompagner l'intervenant sur l'image. Elle n'est pas facile à gérer, mais c'est tout à fait possible. Et le spectateur, éventuellement, lors de prestations en public, peut agir sur votre musique? Le spectateur peut agir sur la musique, effectivement, à partir du moment où il va déclencher sur l'image certaines interactions. Il va y avoir une musique ou un bruitage ou un son correspondant à cette image qui va venir donc ponctuer l'image. Alain Guélis, en vous remerciant, une dernière composition à découvrir, Alain Guélis, en votre compagnie. C'est une composition qui fait appel aux 7 péchés capitaux. C'est un thème qui est très intéressant à exploiter musicalement. Et donc l'extrait que nous avons choisi, c'est la colère. La symphonie était donc numérique ce dimanche. Pascal Bénard, Jean-Philippe Navarre, Anne Valenti, Dominique Desaunay, nous vous saluons. Pour surfer, une seule adresse à retenir, et également pour m'envoyer des mails. C'est sur le site de France Musique. Notez bien www.francemusique en un seul mot.com. À la semaine prochaine.